Alors, donc maintenant, on va parler un peu des hémorragies, ce qui est une part importante, n'est-ce pas, de la médecine d'urgence, parce que les hémorragies, c'est quand même souvent ce qui vient en tête quand on pense à une urgence, hein, que ce soit pour une blessure quelconque, un accident de quel type soit-il. Les hémorragies forment quand même une partie prenante des accidents qui peuvent survenir n'importe où, n'importe quand et à n'importe qui. Et donc, je trouve ça bien d'avoir les éléments nécessaires pour, pour les traiter, savoir comment réagir. Alors déjà, chose importante, il existe trois types d'hémorragie. On va les voir ensemble. Il y a les hémorragies internes. Ça correspond à un saignement important, invisible, parce que ça concerne un organe interne, et donc lié à une rupture d'un vaisseau interne suite à un accident ou à une maladie. Alors, par exemple, une rupture d'anévrisme, c'est une hémorragie interne qui est liée à une maladie. C'est pas vraiment lié à un accident en soi. D'accord, en général, la rupture d'anévrisme, bon, elle peut être due à quelque chose en particulier, mais pas vraiment à un accident. C'est plus une maladie, le fait de développer un anévrisme. Et souvent, c'est lié au fait d'avoir beaucoup de sel dans le sang, je sais pas, le diabète ou l'alcool, enfin, que sais-je. C'est un exemple. Donc, l'hémorragie interne est invisible tant qu'on ne regarde pas à l'intérieur sous forme d'un scanner ou d'une radio ou j'en sais rien. Après, elles peuvent être vues, par exemple, si vous avez la rupture de l'artère fémorale, ça va se voir, c'est pas le saignement qui va se voir, mais on va voir la cuisse gonfler et devenir rouge. Donc bon, là, c'est comme ça qu'on peut le voir aussi. On a les hémorragies externes, saignement important visible cette fois, au travers d'une plaie. D'accord? Donc hémorragie externe, c'est au travers d'une plaie liée à la rupture d'un vaisseau suite à un traumatisme. Bon, ça c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Hein, je sais pas, on va se couper le doigt en coupant un poivron, enfin j'en sais rien. C'est une hémorragie externe. Il existe aussi, ensuite les hémorragies extériorisées. C'est pareil, saignement important lié à la rupture d'un vaisseau interne, mais qui va se manifester par un écoulement de sang par les voies naturelles, nez, bouche, anus, urètre, vagin ou oreille. Et oui, parce qu'un saignement de nez, c'est pas une hémorragie externe, parce que c'est pas à travers une plaie externe, c'est une hémorragie extériorisée, d'accord, parce que le sang va couler par le nez. Hein, et ça, on peut le retrouver dans plusieurs cas. Hein. Et donc, petit test. Alors, attention, l'image qui va suivre peut être choquante pour les publics non avertis. Donc, si jamais, passer cette partie, on va faire un petit test ensemble. Je vais vous montrer une vraie image d'hémorragie et on va essayer de savoir si c'est interne, externe ou extériorisé. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est un excellent exemple. Alors, déjà, on voit le sang. Donc c'est une hémorragie externe, comme on voit le sang qui s'écoule. Mais du coup, euh, pourquoi est-ce que c'est une hémorragie externe? Parce qu'on voit le sang qui coule, mais c'est pas à travers une plaie. On voit pas la plaie. Et puis le sang ne coule pas à l'extérieur, juste on voit le sang. Bon, du coup, c'est pas trop une hémorragie externe. Est-ce que c'est une hémorragie interne? Ben non, parce qu'on le voit. L'hémorragie interne, on le voit pas. C'est le principe. Est-ce que c'est une hémorragie extériorisée? Ben non plus, parce que le sang ne coule pas à travers l'œil, ça reste dedans. Et voilà, donc même moi je ne saurais pas dire. Pour moi, ce serait une hémorragie interne. Voilà, parce que même, en fait, on la voit uniquement parce que la cornée est transparente. Mais si la cornée n'était pas transparente, on ne le verrait pas, ce serait une hémorragie interne. Pour moi, en tout cas, ce serait une hémorragie interne. Pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle une hémorragie sous-conjonctivale. On comprend bien pourquoi du coup. Et ça peut être particulièrement, ça peut être fait particulièrement lorsqu'on fait un effort très important.
Par exemple, si vous soulevez 50 kg d'un coup, ça augmente la pression dans les yeux et ça peut faire péter un vaisseau. C'est un exemple. Alors, passons à la suite. Chaque hémorragie peut être artérielle ou veineuse en fonction de si c'est une artère ou une veine qui pète. On est d'accord. Hémorragie artérielle, on va pouvoir la différencier de la veineuse parce que l'hémorragie artérielle va avoir un flux puissant et saccadé de sang rouge clair. Bon, franchement, la couleur du sang, je pense qu'on n'y fait pas trop gaffe. Mais ce qui est important, c'est que l'hémorragie artérielle, elle va être saccadée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre les pulsions cardiaques à travers le flux sanguin. Parce que n'oublions pas que les artères, il y a des artères élastiques qui vont se dilater sous l'effet de la pression systolique et qui vont se relâcher sous l'effet de la pression diastolique. Et donc le sang va avoir effectivement un flux saccadé. Contrairement au sang veineux qui va avoir un écoulement continu. Sang rouge foncé, flux nappant. Bon. Donc ça c'est bien. En fonction de comment s'écoule le sang, on peut savoir de quel type d'hémorragie il s'agit. Ça peut être une information importante à donner au médecin qui est au téléphone avec vous, admettons. Alors, petit aparté, on parle aussi d'hémorragie capillaire. Mais bon, me concernant, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'hémorragie parce que hémorragie capillaire, c'est par exemple on se coupe la pulpe du doigt. Bon, ça saigne un petit peu. Mais pour moi, une hémorragie, c'est vraiment un écoulement important de sang. Donc pour moi, c'est vraiment à part. Et évidemment, en fonction de si l'hémorragie est interne, externe, extériorisée, eh ben, ça va pas être traité de la même façon. Et ça, c'est très important, donc on va voir ça. L'hémorragie interne ou extériorisée, ben, on peut pas faire grand-chose. L'hémorragie interne, on peut pas vraiment régler ça, sauf si on ouvre. Donc, il faut être chirurgien. Il faut être en zone stérile. Il faut avoir un bistouri. Tout le monde n'a pas ça avec soi, ok? Bon. Donc ne le faites pas. Extérioriser, ben, pas grand chose à faire non plus, mis à part le saignement de nez. Là, on peut peut-être faire quelque chose, mais il ne faut pas faire ce qu'on faisait comme quand j'étais gamin, c'est-à-dire mettre un morceau de coton dans la narine qui saigne et attendre. À surtout pas faire, pour deux raisons. Parce que la première chose, quand le sang va coaguler et qu'on va retirer le coton, on va arracher la croûte et donc ça va ressaigner. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, on nous faisait mettre la tête en arrière, et c'est une mauvaise idée parce qu'on a le sang qui coule dans la gorge. C'est pas ouf non plus. Ce qu'il faut faire lorsqu'on a un saignement de nez, on garde la tête droite, et juste, on va comprimer la narine avec le doigt pendant 10 minutes. Parce que c'est en général le temps de la coagulation. Donc juste, on appuie sur la narine qui saigne pendant 10 minutes, l'écoulement va s'arrêter, normalement. Donc voilà, donc dans ces cas-là, bah, on place la position en semi-assise ou en PLS. La meilleure chose à faire en attendant les secours. Hémorragie externe classique, bah, on compresse là où ça saigne pour stopper l'hémorragie. Ça, c'est plutôt classique. En revanche, hémorragie externe sévère, fracture ouverte ou présence d'un corps étranger, on ne compresse pas sur la plaie, je vous en supplie. On peut essayer de compresser le vaisseau ascendant contre un os. Si jamais une fracture ouverte, si on appuie sur la plaie, on peut se blesser avec l'os qui est brisé, parce que c'est extrêmement coupant. On peut faire des morceaux, on peut briser des morceaux d'os qui vont faire encore plus de mal au sein de la plaie. Ou tout simplement, ça peut ne pas fonctionner, on ne peut pas comprimer correctement. Si on a un corps étranger, si on a un clou planté dans le bras, on ne va pas appuyer sur le clou. On est d'accord. Et on n'essaye pas de le retirer non plus. Ça, pareil, je ne l'ai pas mis dans mon truc, mais si on a un corps étranger, on ne le retire pas. Parce que, justement, en général, le corps étranger, il empêche le sang de sortir. Et justement, quand on va retirer le clou ou le bout de verre ou j'en sais rien, le sang va pouvoir gicler. Donc, on laisse le corps étranger. Mais voilà, on peut faire un point de compression. Donc, exemple. Ici, je vous ai marqué les différents points de compression qui correspondent aux principales artères du corps où on peut faire un point de compression. Artère carotide, artère sous-clavière, axillaire, humérale, cubitale, fémorale, poplitée.
Exemple, si jamais vous avez une fracture ouverte au niveau de l'avant-bras, au niveau du radius ou du cubitus ou des deux si vous n'avez pas de bol, et bien ce que vous pouvez faire, vous pouvez comprimer l'artère cubitale, donc en avant de l'hémorragie, en amont. C'est-à-dire que vous avez appuyé non pas sur la fracture, mais avant, pour comprimer l'artère, pour empêcher le sang de passer par là. Vous voyez? Entre guillemets, c'est faire un garrot, si on veut. Mais c'est mieux d'appuyer avec la main contre l'os, comme ça on est sûr d'appuyer, enfin de boucher l'artère, entre guillemets, parce qu'on la bouche pas, on la sténose manuellement, si on veut. Mais c'est important parce que le garrot, en fait, ne va pas vraiment comprimer l'artère contre un os. Ça va plus la sténoser un petit peu. Et c'est pas très bon. Moi, je trouve que c'est mieux. Après, je prends les critiques si je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est bien de comprimer l'artère contre l'os. Donc là, vous avez différents points. Petit aparté pour l'artère poplitée, on va la comprimer derrière le genou. Alors c'est extrêmement désagréable à mon avis, mais si ça peut permettre de sauver une jambe, pourquoi pas après tout. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les hémorragies. Maintenant, on va voir les malaises. Alors, je suis désolé pour cette image, mais je la trouvais fort drôle. Pour ceux qui sont intéressés, il s'agit de Christine Boutin, l'ancienne, je crois, je sais même pas si elle a été députée, enfin bref, elle était une femme politique, homophobe, vachement dans la religion, tout ça. Et en fait, un jour, elle a fait une manif et elle a simulé un malaise. Donc voilà. Donc ce que vous voyez sur l'image, c'est une simulation. Il existe 6 types de malaise: vagal, cardiaque, hypoglycémique, d'angoisse, syncopale ou épileptique. On va les voir en revue et on va voir comment est-ce qu'on les gère. Alors, malaise vagal. Qu'est-ce que c'est? Un malaise lié à une activité excessive du nerf vague, d'où le nom vagal, donc du système nerveux parasympathique, ou alors d'une baisse brutale de l'activité du système nerveux sympathique. Parce qu'en fait, le système nerveux sympathique et parasympathique sont antagonistes. Donc, l'effet de la suractivité du premier sera égal au sous-effet de l'autre. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien qui va avoir une activité très diffuse au niveau du corps. Le malaise vagal est un malaise sans perte de connaissance obligatoire. Ça, c'est important. On tombe pas forcément dans les pommes pendant un malaise vagal. Ok? Si vous voulez voir un malaise vagal sans perte de connaissance, on pouvait le voir sur, donc c'est dans l'émission C'est à vous avec, c'est Patrick Cohen qui avait fait un malaise vagal et on voit le docteur Michel Simès le gérer d'une manière très bien, hein, il est médecin. Donc il n'est pas tombé dans les pommes, il a fait un malaise vagal en étant tout à fait conscient de ce qui se passe. Les symptômes, alors je mets la liste des symptômes à chaque fois, mais disons que c'est non excessif parce que les symptômes peuvent varier d'un individu à l'autre. Et donc forcément, voilà. Mais on peut retrouver grande chaleur, bouffée de chaleur, vertige, pâleur, troubles auditifs, picotement, etc. Gestes à effectuer: coucher la personne en relevant les jambes et attendre. Malaise vagal, ça passe assez vite, c'est très désagréable, mais voilà, il n'y a pas, faut pas s'alarmer. La pire des choses qui pourrait arriver serait si la personne tombe dans les pommes et qu'elle se fracasse la gueule par terre. C'est ce qui est arrivé. Je vais essayer de donner des petites anecdotes personnelles pour ponctuer et rendre un peu plus de réel. Le mari à ma sœur, il supporte très mal tout ce qui est lié au sang. Dès qu'on parle de sang, il se sent pas bien. Et un jour, au lycée, ils étaient en TP, et en fait, il était assis sur une chaise, enfin sur un tabouret. Un pote lui a raconté un truc en faisant exprès, et il a fait un malaise, il est tombé, comme il mesure 2 mètres, il s'est fracassé la tête par terre, et il y a eu un souci, et il a dû se faire hospitaliser. Et en fait, depuis, il a perdu l'odorat, qui est en train de revenir petit à petit, mais voilà, le genre de conséquence de ce genre de connard. Bref, expérience personnelle, moi je supporte pas les prises de sang. Malgré le fait que je sois très
enfin, que j'ai pas mal de culture sur tout ce qui concerne le médical. Je supporte pas les prises de sang et la dernière fois, quand on m'a piqué, voilà, j'ai eu les vertiges, vision trouble, pâleur, sueur, trouble auditif. J'ai senti vraiment un bourdonnement dans les oreilles, la vision se troubler, bouffée de chaleur, tout ça. Donc voilà, ça a été mes symptômes, mais ça peut varier. Le malaise vagal, voilà, tranquille. Voilà, on couche la personne, on relève les jambes, on lui parle, tout va bien. Maintenant, malaise cardiaque. Alors là, c'est un peu moins sympa. Synonyme de crise cardiaque, synonyme de infarctus du myocarde. Ok? Mais c'est pas synonyme d'arrêt cardiaque, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Un arrêt cardiaque, c'est le cœur qui s'arrête. Une crise cardiaque, c'est le cœur qui va moins bien, qui s'emballe un peu. Bon. Symptômes, douleur serrant dans la poitrine qui peut irradier vers d'autres parties supérieures du corps, le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Difficultés respiratoires, ce qu'on appelle des dyspnées, sueur, nausée, douleur abdominale. On va y revenir dans les douleurs abdominales plus tard, dans les douleurs thoraciques, pardon. Parce qu'il y a aussi des douleurs thoraciques dans l'infarctus du myocarde. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire quand on n'est pas médecin, en fait. Parce que crise cardiaque, voilà, défibrillateur, ok, mais infarctus du myocarde, il n'y a pas grand-chose à faire quand on n'est pas médecin. Placer la personne en position couchée ou semi-assise et appeler les secours. Là, ça nécessite de poser un stent, ça nécessite, enfin voilà, ça, vraiment un suivi médical ou chirurgical qui s'ensuit. Malheureusement, voilà, pas grand chose à faire sur le coup à part rappeler les secours et à bien surveiller la personne, qu'elle fasse pas de malaise, de malaise, qu'elle tombe pas dans les pommes et qu'elle n'aggrave pas sa situation. Pas d'anecdote particulière à raconter là-dessus. Malaise hypoglycémique, ça je pense qu'on en a tous vécu plus ou moins. C'est un malaise lié à une chute brutale de la glycémie, qui correspond au taux de sucre dans le sang. Les diabétiques sont à risque évidemment, mais tout le monde peut en faire dès que la glycémie passe en dessous de 0,7 g par litre de sang. Petite expérience personnelle, je ne suis pas diabétique, enfin pas encore, je croise les doigts. Il y en a déjà trop autour de moi pour avoir envie de subir la même chose. Ma foi, une fois, j'étais dans ma chambre, j'étais lycéen, je crois que j'étais en seconde, un truc comme ça, et j'avais une fringale qui arrivait d'un coup, mais symptôme faim anormal, c'est vraiment une faim qui vous prend aux tripes, c'est une dalle, mais vraiment incroyable. Et voilà, je suis descendu, j'ai pris plein de gâteaux, plein de yaourts, de la glace, tout ce que tu veux, et j'ai mangé un biscuit, et c'est parti immédiatement. Et donc, les sensations, voilà, sueur, pâleur, sensation de faim, perte d'équilibre, irritabilité, tout ça c'est vrai, c'est ce que j'ai reçu, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, donc ça me paraît tout à fait vrai. Et voilà, geste à effectuer, faire manger du sucre à la personne après l'être fait s'asseoir, parce que ça peut induire à une perte de connaissance qui est pas incroyable non plus comme sensation, même si ça m'est jamais arrivé. Voilà, faire manger un truc ou quelque chose de sucré, ça permet d'évacuer le malaise hypoglycémique assez rapidement. Donc pareil, pas besoin de s'alarmer là-dessus. Tout va bien. Malaise d'angoisse, crise d'angoisse, attaque de panique, synonyme, crise de peur, pardon, épisode de peur intense et délimité dans le dans le temps, pardon. Pardon. Pour info, je sais pas quelle heure il est, mais c'est pas l'heure pour faire ce genre de vidéo, mais j'avais envie. Et elle varie de 10 minutes à 1 heure. C'est une fourchette ou un râteau si on préfère. Mais voilà, ça peut durer un peu. Essoufflement, accélération du rythme cardiaque, sensation d'évanouissement, douleur thoracique, tremblement, nausée, sudation. Geste à effectuer, isoler la personne loin de la source d'angoisse s'il y en a une, la faire respirer calmement, lui répétant des phrases rassurantes. Par exemple, si quelqu'un fait une crise d'angoisse en étant au milieu d'une foule, évidemment, essayer de la sortir de la foule. Voilà, par exemple. Phrase rassurante, tout va bien, t'es pas toute seule, ça va passer. Comme Darmanin, vous pouvez faire comme Darmanin et dire ça va bien se passer, mais
vous risquez de vous faire passer pour un sexiste. Donc je vous déconseille cette méthode. Mais voilà, expérience personnelle, un jour je prenais le train à Strasbourg. J'étais en première année d'école d'ingénieur, donc c'était en 2021. C'était juste avant Noël, on s'en fout. Et en fait, un homme avait pas eu le temps de descendre du train. Il accompagnait sa fille en lui faisant monter les bagages dans le train. Il n'a pas eu le temps de descendre avant que les portes se ferment. Cet homme d'une soixantaine d'années a fait une grosse attaque de panique. Je l'ai isolé dans l'interwagon. Il m'a expliqué qu'il était médecin, ce qui m'a fait rire intérieurement parce que du coup je n'allais rien lui apprendre à ce monsieur. Mais voilà, le fait que quelqu'un soit là pour s'occuper de lui, ça l'a rassuré et voilà, ça s'est bien terminé. Il a pu descendre ensuite à Mulhouse. Mais voilà, ce genre de choses qui peut arriver. Et s'il vous plaît, messieurs, dames, intervenez quand il se passe quelque chose comme ça. Parce que moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, j'écoutais ma musique dans mon casque. Tout le monde le regardait sans réagir. J'ai trouvé ça particulièrement déplorable. Donc s'il vous plaît, réagissez quand quelqu'un fait une attaque de ce genre. Vous serez bien content que quelqu'un le fasse pour vous. Avant-dernier, malaise syncopal. Donc malaise brutal de courte durée avec perte de connaissance liée à une hypoperfusion cérébrale causée par une baisse brutale de la tension artérielle dans les artères cérébrales. Blablabla, bla, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, le cerveau a un manque d'oxygène brutal lié à un effort, soit un effort intense, soit un épisode de stress. Exemple, vous allez à Europa Park, vous montez dans le Silver Star, vous flippez votre race parce que putain que ça fait peur. Je ne l'ai pas fait encore. Et ben vous stressez énormément, vous avez très très peur, beaucoup de stress. Dès que le manège s'arrête, la pression rebaisse d'un coup et donc hypoperfusion et là, poum, vous tombez dans les pommes. C'est pas grave du tout, hein. On couche la personne, on relève les jambes. Or, on relève les jambes pourquoi? Pour que le sang irrigue vers le cerveau, hein, pour que la personne puisse reprendre conscience tranquillement. Voilà, c'est pas grave en soi. Ça peut être impressionnant par celui qui le vit ou pour les personnes alentours. Voilà, les symptômes, c'est un peu toujours les mêmes, hein, mais je vous les remets quand même. Le dernier, oui. Malaise épileptique. Alors là, c'est un peu plus... voilà, c'est un peu plus à part, parce que tout le monde n'en fait pas. Donc, crise épileptique ou crise d'épilepsie, manifestation physique transitoire qui résulte de la décharge électrique brusque et excessive d'un flux nerveux dans le cerveau. Bon, les symptômes, on les connaît, convulsions, œil révulsé, troubles du langage, hallucinations. Alors, gestes à effectuer, surtout, on ne touche pas la personne. Au pire, on peut protéger sa tête afin qu'elle ne se cogne pas et on peut rester avec elle jusqu'à la fin de la crise. Donc voilà, si je peux dire voilà autre chose à faire, si une personne fait une crise d'épilepsie dans son bain, vous pouvez mettre votre linge sale et de la lessive et ça vous fera une machine avec les convulsions. Je me permets cette petite boutade qui fonctionne beaucoup. En tout cas, voilà, malaise épileptique, pas grand chose à faire. Protéger la tête, ça peut être la meilleure chose pour éviter qu'elle s'éclate par terre contre le mur ou contre le sol, hein, effectivement. On en a terminé pour cette partie sur les malaises. Maintenant, on va passer sur une partie un peu plus à part, qui va concerner l'analyse pupillaire. Parce qu'en fait, analyser les pupilles de quelqu'un qui vient de faire un malaise, par exemple, ça peut être utile, ça peut renseigner sur ce qui se passe et ça peut être un élément de plus à apporter au secours que vous avez au téléphone. Parce que plus vous donnez d'informations, plus ils pourront se préparer, que ce soit le médecin ou les pompiers, vous comprenez? C'est très important. J'ai mis une photo de chat parce que les chats, c'est quand même vachement mignon. Voilà. Et donc, on voit ici une personne... Oh, j'ai pas mis mon laser, c'est pas bien. On voit ici une personne avec la pupille très 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 dilatée. Les chats le font beaucoup aussi, soit quand ils sont curieux, soit quand ils ont peur. Donc, ou quand il fait nuit, tout simplement, comme nous. On va voir ça ensemble. Alors, il existe 4 configurations pupillaires possibles. La configuration entre guillemets normale, même si on ne parle pas de normalité en médecine, mais de physiologique, c'est la symétrie
bilatérale réactive, c'est-à-dire les deux yeux ont la même configuration et elles réagissent à la lumière, c'est-à-dire que la pupille se rétracte à la lumière et elle se redilate quand on retire la lumière. Ça, c'est la configuration physiologique. Maintenant, configuration pathologique, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle une anisocorie. Donc, anisocorie, c'est quand on a une asymétrie. Donc, quand on a une pathologie unilatérale, donc soit une mydriase, soit un myosis. Alors, mydriase, c'est quand la pupille est très dilatée. Myosis, c'est quand la pupille est très contractée. Voilà, petite pupille, myosis, grosse pupille, mydriase. Unilatérale dans les deux cas et aréactive, ça veut dire que la pupille ne change pas de conformation quand on fout une lumière dessus. Première configuration, anisocorie. Deuxième configuration, le myosis bilatéral aréactif. C'est-à-dire quand les deux yeux ont une très petite pupille qui ne réagit pas au noir par conséquent. Et la troisième, la plus dramatique, la mydriase bilatérale aréactive. Pardon. Donc voilà. L'analyse pupillaire permet de se renseigner sur l'état neurologique d'une personne. On va voir ça. Voici l'exemple d'une femme victime d'une anisocorie. On voit que la pupille gauche est entre le normal et le myosis. On voit qu'elle est quand même assez petite, mais ce qui est flagrant, c'est qu'ici on a clairement une mydriase aréactive, parce qu'on voit qu'ici elle est soumise à de la lumière et que la mydriase reste mydriase. Elle ne se rétracte pas à la lumière. Ça, c'est pas bon. L'anisocorie, ça peut être cause de ce qu'on appelle un trouble neurologique grave. Compression par une tumeur, hématome intracérébral, engagement temporal. Vous vous souvenez quand je parlais d'engagement temporal, quand il y a une surpression dans la boîte crânienne et que le cerveau cherche à sortir par le foramen magnum, un engagement temporal, ça peut se traduire par une anisocorie. Une anisocorie supérieure à 1,8 mm, c'est par rapport à la différence entre les deux pupilles. Maintenant, il existe les anisocories qui soient réactives à la lumière et qui soient tout à fait naturelles. Par exemple, le chanteur David Bowie avait naturellement une anisocorie, très petite à droite, très grosse à gauche. Bon bah là, il n'avait pas de problème particulier, c'était réactif à la lumière. Donc lui, c'était pas grave, c'est pas pathologique. Et au contraire, moi je trouve ça plutôt classe, je trouve que ça apporte quelque chose au regard. Donc ça, voilà, chose importante à relever si une personne tombe dans les pommes. Si elle a une anisocorie réactive, c'est probablement qu'il y a un problème au cerveau. En tout cas, c'est une information importante à préciser. Myosis bilatéral réactif. Donc ça, pareil, une femme qui a pris beaucoup de codéine. Et donc, myosis bilatérale réactive, ça traduit probablement une ingestion de drogue. Ok ? La gestion de drogue peut aussi se traduire par une mydriase bilatérale réactive. Okay, dans les deux cas, quand c'est réactif, quand il y a une myosis ou une mydriase bilatérale, il faut très clairement s'inquiéter. Voilà. Et enfin, mydriase bilatérale réactive, ça c'est pas une vraie photo, c'est une simulation. Malheureusement, c'est signe de coma, de mort cérébrale. C'est souvent, si vous avez regardé Grey's Anatomy, quand on parle de pupille bilatérale réactive, ça veut dire que la personne est décédée au niveau du système nerveux et donc il n'y a plus rien à faire. La meilleure chose à faire quand une personne est en état de mort cérébrale, c'est de prélever ses organes pour les donner pour sauver d'autres vies. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a rien d'autre à faire et je pense qu'il n'y aura jamais quelque chose à faire dans ce cas-là. Donc, voici ce qui peut être intéressant à savoir concernant les analyses pupillaires. C'est vraiment pas grand-chose à faire en termes d'observation, mais en termes d'information, ça peut être important à préciser au niveau du corps médical ou des pompiers. Voilà pour cette partie.